Donc on va commencer notre réunion par un texte qui va vous être lu maintenant, qui est la déclaration de Louis Delgrès. Déclaration de Louis Delgrès, Guadeloupe, le 9 mai 1802. Vivre libre ou mourir. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont surpassées aujourd'hui. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave, et tout nous annonce que dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes, malheureusement trop puissants par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent, qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. Ah, sans doute un jour, vous connaîtrez notre innocence. Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Le commandant de Basse-Terre, Louis Delgrès, 1766-1802. En tant que représentant du peuple français, député de la nation, j'ai beaucoup d'honneur à vous recevoir les uns et les autres pour lancer cette idée généreuse de Carfa Diallo d'une fondation européenne pour le mémorial de la traite des Noirs. Demain, 10 mai, nous célébrerons ce triste anniversaire, même si les dates ne sont pas exactement les mêmes, ne correspondent pas avec l'abolition de l'esclavage. Mais je voudrais dire ici que si j'ai accepté la proposition de Carfa Diallo d'ouvrir mes portes et les portes de l'Assemblée nationale à cette réunion, ce n'est pas du tout pour satisfaire à une nostalgie, ce n'est pas du tout pour fonctionner dans cette spirale que je trouve insupportable de la concurrence des victimes. Je pense que celles et ceux qui sont autour de cette table, que les initiateurs du mémorial, qui a commencé à Bordeaux, et il se trouve que je suis maire de Bègle et que je me sens particulièrement concerné par l'initiative de Carfa Diallo, ceux qui sont autour de cette table ne sont pas là justement pour entonner le chant de la concurrence des victimes, mais pour bien au contraire essayer d'expliquer que dans ce pays malade, malade de sa mémoire, c'est une nécessité pour nous tous que de revenir sur les périodes les plus noires, les plus abominables de notre mémoire collective, et essayer d'expliquer que cette mémoire, elle n'appartient pas simplement à ceux qui ont la peau de couleur noire, à ceux qui sont descendants d'esclaves, elle nous appartient à tous. De la même manière que la mémoire de la Shoah n'appartient pas qu'aux Juifs, elle nous appartient à tous. Et je passe la parole à Carfa Diallo. Ce travail que nous avons voulu faire, nous avons voulu l'ouvrir, nous avons voulu véritablement que cette fondation puisse manifester notre engagement de ne pas refermer la porte au lendemain du 10 mai. Nous savons que notre pays, nous savons que la politique a son temps, mais la citoyenneté a également son temps, l'engagement a également son temps, et ce temps, il est dans le temps long de l'histoire. Et ce que nous voulons, c'est inscrire la mémoire dans le temps long de l'histoire. C'est qu'au lendemain du 10 mai, nous puissions réellement mettre en œuvre des choses concrètes qui permettent que cette mémoire puisse se transmettre. Alors l'objectif fondamental, le premier objectif de cette fondation, c'est l'école de la mémoire. À partir de 2006, à partir de cette année-ci, véritablement la question de la traite des Noirs et de l'esclavage n'est plus quelque chose qui relève de l'amnésie, parce qu'il y a une reconnaissance officielle donc du fait que Bordeaux était un port négrier. Le 10 mai 2006, nous avons inauguré à Bordeaux
donc sur les quais de la Garonne. Donc on a une plaque explicative donc, qui manifeste le fait que Bordeaux a été un port négrier, c'est-à-dire le fait que donc à Bordeaux, en 1672, est parti sur les quais de Garonne le Saint-Étienne de Colbert, le Saint-Étienne de Paris, armé par la Compagnie des Indes justement. Et donc le Saint-Étienne de Paris est le premier navire négrier qui est parti en 1672, qui est parti de Bordeaux pour aller faire le commerce de la traite des Noirs et l'esclavage. Donc il y a eu une levée du silence depuis 2006, une levée du silence que des citoyens bordelais de toutes origines, africaines, antillaises, mais aussi françaises. Donc ces citoyens-là se sont mobilisés véritablement pour dire que ce silence n'est pas normal, ce silence ne permet pas véritablement à notre société de pouvoir avancer, que nous voulons aller de l'avant, nous voulons que notre société soit plus ouverte, c'est-à-dire qu'elle puisse reposer sur les récits pluriels des différentes populations qui vivent aujourd'hui ensemble. C'est cela qui est vraiment important, c'est que ce système économique que fut la traite des Noirs et l'esclavage est un système économique bien entendu égalitaire, qui repose sur des postulats idéologiques, racistes, véritablement, puisque le noir a été mis en esclavage précisément parce qu'il était noir et parce qu'il y avait un certain nombre de préjugés autour de lui, et que ce système économique-là a généré toute une mondialisation, parce que la traite des Noirs et l'esclavage, c'est la première forme de mondialisation qui a existé, c'est la première mise en contact durable de 3 continents, mais cette forme de mondialisation aujourd'hui a atteint des niveaux extraordinaires, puisqu'on continue encore d'être dans un système capitaliste, de domination, dans un système où l'argent règne dans le monde. Alors c'est vrai que pour nous, faire ce travail, faire ce retour en arrière, cette meilleure connaissance du passé, ça permet d'avoir une intelligence du présent et une ouverture sur le futur, parce qu'il s'agit de construire ensemble une société dans laquelle notre diversité d'origine culturelle, notre diversité physique puisse être une diversité qui soit une richesse et pas un obstacle. Mais tout cela avec une vraie densité, avec un vrai retour sur l'histoire. L'école de la mémoire, c'est quoi? C'est une institution dont le but serait de mettre en place des programmes de bourses pour des jeunes Européens d'origine africaine, caribéenne, française, luxembourgeoise, anglaise, hollandaise, portugaise, que ces jeunes-là puissent bénéficier de résidences mémoire, qui leur permettent d'approfondir davantage cette histoire de la traite des Noirs et de l'esclavage, de l'approfondir non pas pour s'y enfermer, mais tout au contraire, pour leur permettre de comprendre le monde d'aujourd'hui. Car l'histoire pour nous, ce n'est pas le passé. L'histoire, c'est ce que nous savons du passé au présent. Et les difficultés sont encore là. Elles sont nombreuses et nous avons à les affronter. Alors sur cette idée, sur ce projet, nous appelons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté de ce pays-là, tous les responsables d'associations, pour qu'ensemble nous puissions non pas nous limiter à un affichage comme ce qui se passera le 10 mai, nous avons besoin de ça aussi, mais qu'au-delà du 10 mai, nous puissions inscrire les choses dans la durée. Françoise Vergès fait partie de ceux qui ont remarquablement, dans le cadre du rapport qui a été remis au chef de l'État, mis en place des choses concrètes pour permettre à l'éducation nationale de pouvoir transmettre cette mémoire-là. Mais nous le savons, l'éducation nationale ne peut pas faire son programme d'histoire uniquement sur la traite des Noirs et l'esclavage et ses conséquences actuelles. Et pour véritablement permettre à des jeunes Européens qui, dans un moment de leur vie, auront besoin de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils peuvent s'entendre, comment ils peuvent construire, alors nous leur disons, vous pouvez venir à l'école de la mémoire. À cette école-là, vous pourrez, pendant quelques semaines, quelques mois, à Bordeaux, en France, en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, vous pourrez approfondir véritablement cette histoire-là, en faire une ressource, pouvoir la connaître, pouvoir la ranger, pouvoir l'oublier, pouvoir affronter le monde. Voilà l'enjeu du combat que nous menons aujourd'hui. Je voudrais maintenant passer la parole à Patrick Chamoiseau pour le sens de cette contribution et de sa présence comme président de l'ONU. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le monde contemporain, on ne peut pas comprendre les Noirs américains, on ne peut pas comprendre beaucoup d'éléments de la situation antillaise, de l'imaginaire antillais, si on ne se réfère pas à cette particularité incroyable qui est cette déshumanisation inscrite dans la chair même, et que nous avons encore à régler. C'est en cela, et ça c'est un des aspects de la nécessité d'une fondation comme celle que nous envisageons à Bordeaux. L'autre élément qui me paraît tout à fait fondamental, c'est la question de l'oubli. Et là, on a un oubli incroyable d'un phénomène qui finalement est à l'origine du monde contemporain, parce qu'on ne peut rien comprendre de l'Afrique aujourd'hui, on ne peut rien comprendre du rapport de force dans le monde
si on ne s'intéresse pas bien sûr à la traite et à l'esclavage, mais si on ne s'intéresse pas aux questions de la colonisation. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un lobby formidable qui s'est installé, qui n'a même pas réussi à briser la pratique historique de ceux qui sont chargés un petit peu d'apporter l'éclairage scientifique sur toutes ces questions-là. Dans un pays comme la France, comme d'ailleurs dans d'autres pays en Martinique, nous essayons de faire en sorte que toutes les mémoires soient à la portée de nos enfants. Pour nous, le problème, c'est de comprendre que le petit Martiniquais, il vient d'Afrique, il a une présence indienne en lui, il a une présence amérindienne, il a une présence asiatique, il a une présence européenne. Et ici, dans les grands pays comme ceux de la France et dans les grandes métropoles qui sont en train de se constituer, il est absolument important qu'une trame mémorielle puisse s'organiser comme ça dans la diversité des mémoires qui ne se rejettent pas, des mémoires qui dialoguent entre elles et qui témoignent profondément d'une nouvelle, et dans l'idée de fondation, il y a aussi l'exploration et la préparation du futur, puisque fondation c'est refonder. Donc qu'est-ce qu'on est en train de refonder? Dans cette trame mémorielle complexe, nous sommes en train de refonder une nouvelle fraternité. Merci Patrick. Je voudrais maintenant donner la parole à Françoise Vergès, vice-présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage, pour le travail qu'elle a fait et aussi pour les raisons pour lesquelles elle est présente parmi nous aujourd'hui. Je suis présente en tant que moi-même en tant que chercheuse, donc je soutiens cette initiative parce que je pense qu'il faut avoir multiplié les lieux de recherche et les lieux de diffusion de cette recherche. La recherche en France est extrêmement en retard. Et qui explique peut-être aussi ces trous de mémoire, ces silences et ces confusions, et qu'il est absolument nécessaire d'entamer vraiment un vrai travail de recherche. Patrick Chamoiseau l'a dit, les questions des archives ne sont pas nécessairement que les archives écrites. Et les historiens, particulièrement de la traite de l'esclavage, devraient le savoir, la mémoire orale constitue une des plus importantes archives. Elle est extrêmement négligée par les historiens professionnels qui ont tendance à n'aller voir que dans les actes de notaire et les actes des tribunaux, la mémoire des esclaves. Or, si nous n'allons pas chercher près de la mémoire orale, des rites, et quand je parle de mémoire orale, c'est pas seulement, évidemment, c'est les langues, mais c'est aussi dans les rites, dans les manières de faire, d'en retracer tous les itinéraires, puisque tout est étranger chez nous, dans les sociétés esclavagistes, on pourrait dire que tout est extérieur à nous, personne rien n'est né sur ce sol. Et en retraçant les itinéraires de tout ce qui a été apporté, que ce soit dans les cuisines, que ce soit dans les langues, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tous ces aspects, on pourra retracer toute une cartographie du monde qui dessinerait un autre monde que celui que l'Europe a essayé de dessiner aussi. C'est aussi parler des processus d'écologisation qui sont à l'œuvre dès le début, dès le moment où les esclaves sont dans les baraques et qu'ils attendent leur départ. C'est aussi souligner, Chamoiseau l'a fait avec beaucoup plus d'éloquence que moi, mais c'est aussi souligner que c'est le monde que nous ont légué les esclaves, c'est aussi le monde où nous vivons, le monde qui nous est familier aujourd'hui. C'est-à-dire c'est de partir du présent, c'est la présence de cette histoire parmi nous, c'est-à-dire les musiques, les littératures, les imaginaires, la poésie, tout cela, qui fait partie de notre monde, qui a créé notre monde, parce que Césaire dit ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, et c'est vrai. Donc pour moi, c'est aussi à partir du présent, c'est en quoi et pourquoi la traite négrière et l'esclavage sont devenus aujourd'hui des enjeux, des questions sociales et culturelles d'aujourd'hui, et non pas simplement la question du passé. Certes, il y a une recherche à faire du passé, mais pourquoi cela ressurgit aujourd'hui, et cela ressurgit avec force? Quelle est la question aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'être descendant d'esclaves dans la société française aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire que la France néglige ce qu'elle appelle l'outre-mer? Quelle est la place de l'outre-mer dans cette République? Quels sont ces territoires qui sont restés à la fois excentrés parce qu'ils étaient peuplés de gens qui n'appartenaient pas à l'espèce humaine, puisque c'était ça, les esclaves, et qui aujourd'hui n'appartiennent pas toujours, complètement, tout à fait à la République, puisqu'ils ne sont pas tout à fait des sociétés égales. Ces sociétés héritières de l'esclavage, dans leur organisation foncière, économique, sociale, toujours la racialisation de la société, tout cela existe encore, les inégalités foncières, et qui fait que où la République se penchera sur cette histoire qui est la sienne, qui n'est pas celle des descendants d'esclaves, mais celle de tous les citoyens, elle sera prête à affronter ce qui a fait d'elle une République inégalitaire, où elle restera avec cet héritage qu'elle ne veut pas confronter, et qui est à la source d'un régime d'exclusion, qui est au cœur même de son discours universel. Merci.
Ronnie Broman, donc un ancien président de Médecins sans frontières, médecin, intellectuel vigilant. C'est un cadeau un peu empoisonné que je fais parce que prendre la parole après tout ce qui a été dit, c'est d'abord se demander ce qu'on va bien pouvoir ajouter. Je me le demande d'autant plus que, à quelques nuances de détails près, je pourrais signer, en tout cas m'approprier tout ce qui a été dit avant moi, depuis Naël Mamère jusqu'à Françoise Vergès, en passant bien sûr par Claude Carfa et Patrick Chamoiseau. J'ai d'ailleurs appris en vous écoutant, Patrick Chamoiseau, un certain nombre de choses, et je suis ouvert sur beaucoup de nouveaux terrains, donc je vous en suis reconnaissant, et rien que pour cela, je suis déjà content d'être ici. Je n'ajouterai qu'une chose qui a d'ailleurs été effleurée déjà par les différents orateurs, c'est la question de l'enclavement ou du désenclavement, ce que Patrick Chamoiseau appelait mémoire fermée, mémoire ouverte. De même que je considère que d'une certaine manière seulement peut-être, mais d'une manière importante, la question du génocide des Juifs, je préfère ce terme au terme de Shoah, est d'abord la question des non-juifs, avant d'être celle des Juifs, parce qu'après tout c'est la question du crime, plus que celle des victimes du crime, qui est posée par l'histoire du génocide, du génocide des Juifs. Il me semble que la question de la traite négrière et de l'esclavage également appartient au moins tout autant aux non-noirs, à ceux qui se considèrent en tout, pour reprendre ton expression, un petit peu comme nègres, ceux qui ont donc du nègre dans la tête, et je m'identifie bien entendu à ceci. Et à ce titre, il me semble que le travail social, politique, ce travail d'histoire, dans lequel cette fondation s'engage, auquel cette fondation nous invite, est effectivement une tâche du moment. Je suis très heureux d'y être associé. Je te remercie de m'avoir fait cette proposition. Merci Ronnie. Je voudrais maintenant passer la parole à Claude Ribes. Claude Ribes est connu, je crois, d'entre vous comme étant un écrivain, comme étant quelqu'un qui a engagé un travail important de réhabilitation d'un certain nombre de figures de l'histoire du monde noir d'une manière générale. Il faut qu'on rappelle d'une manière solennelle que l'esclavage a produit le racisme. Et si c'est tellement important aujourd'hui de parler de tout cela, c'est justement parce que le problème du racisme est un problème extrêmement important dans notre société. Le racisme ne frappe pas que les gens qui ont la peau plus sombre que la moyenne des Français. Le racisme prend toute forme qu'il faut aujourd'hui combattre. Et parler de l'esclavage, c'est également parler du racisme. Il faut aussi que les historiens se souviennent de cette formule de Marc Bloch. Marc Bloch, grand historien devant l'Éternel, qui est mort en combattant. Marc Bloch qui nous disait que, bien évidemment, toute personne qui ne connaît pas l'histoire, qui ne tient pas compte de la dimension historique des choses, ne peut pas comprendre le présent. Mais il ajoutait très justement que toute personne qui ne comprend pas la société dans laquelle elle vit ne peut pas valablement travailler sur l'histoire. Autrement dit, il faut que les historiens soient bien conscients, et Patrick Chamoiseau l'a rappelé tout à l'heure en faisant allusion à certaines dérives qui amèneraient à revisiter l'histoire de l'esclavage d'une manière un peu bizarre. Il faut que tous les gens qui travaillent sur ces questions sensibles et aujourd'hui à défricher en France, touchant la traite et l'esclavage, sachent bien que leur travail doit être nourri tout d'abord